Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reiji. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 23 de SNK, l'attaque des titans. Et écoutez, moi j'ai beaucoup apprécié. Peut-être que certains d'entre vous ne seront pas d'accord parce qu'il y a beaucoup de dialogue dans cet épisode et contrairement au 22, il n'y a pas de combat, pas d'action. Donc oui, les spectateurs les plus superficiels seront un petit peu dubitatifs, voilà, en se disant on attendait mieux, c'est quoi ça se ralentit, mais écoutez, c'est un passage nécessaire pour montrer une autre solution que le grand terrassement, c'est-à-dire on n'est pas là à nous dire, en tout cas l'auteur, son objectif c'est pas là de nous dire oui, Eren a enclenché le terrassement, il faut le suivre, il nous dit qu'il y a d'autres personnages autour qui gravitent, qui ont chacun leur état de pensée, leur histoire, et qui cherchent une voie. Donc il n'y a pas que la voie du grand terrassement, il y a d'autres voies, des personnages qui se développent, et on verra ce que ça va donner. Je peux pas vous en dire plus pour pas spoiler, mais en tout cas, c'est un passage nécessaire. Et écoutez, avant de rentrer dans toute cette analyse, j'aimerais vous parler d'une future vidéo. Vous le savez, je ne fais pas que des reviews, je travaille sur l'écriture de ma propre histoire, The Tokyo Dream. D'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous mettrai une petite annotation avec la vidéo qui vous explique le projet. Donc il y a ça qui est en cours. Un nouveau aussi concept de vidéo sur lequel je travaille, ça aussi c'est autre chose, je travaille dessus, et prochainement j'aimerais vous parler des dramas coréens. Et oui, alors les dramas japonais en général, c'est pas exceptionnel, mais les dramas coréens, j'en ai vu quelques-uns, notamment sur Netflix, vous n'avez pas loupé Squid Game, on en a parlé précédemment, j'en ai vu d'autres, et franchement j'apprécie beaucoup ces séries, donc j'aimerais vous faire une vidéo à ce sujet, et ça arrivera dans quelques temps. Alors, on voit déjà dans le début de cet épisode les conséquences du terrassement, les conséquences du choix d'Eren. On a des maisons qui sont détruites, des gens qui ont perdu des proches et qui viennent crier ça, qui sont abattus. Pourtant, ils font partie du peuple d'Eren Yeager. En gros, il a contribué au malheur de certains des siens. Du coup, on arrive à en faire une conclusion, c'est que Eren est prêt à tout pour son objectif. Pour lui, la fin justifie les moyens. Et c'est une question, c'est une idée qui est remise en question dans cet épisode, notamment avec Itch et Annie, avec Connie et Falco à la fin. Ce passage, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, il est important, et ça on avait débattu de ça dans une radio libre il y a quelque temps, c'est un passage du manga qui est un petit peu moins populaire. Mais je pense qu'il est important pour ce que veut raconter Isayama, cette finalité qu'il veut raconter. En tout cas, c'est nécessaire pour nous montrer que il n'y a pas que Eren comme personnage dans cette série, et ce qu'il fait n'est pas forcément bien. Voilà, même si encore une fois, le contexte fait que voilà, c'est la seule solution pour les Eldiens, en tout cas, tout cela est remis en question dans cet épisode, avec les différents personnages qui se posent des questions existentielles, philosophiques, et qui se cherchent une voie. Alors, ça commence avec la population qui est là, qui se déchire autour de Eren. Certains l'encouragent, d'autres non. Donc il y a une certaine instabilité qui s'installe, et on découvre ce monde qui a évolué depuis qu'Annie est enfermée dans le cristal. Donc comment c'est mis en relief tout ça? On a Itch qui est prise en otage par Annie, et Itch réussit à se défaire d'elle. Pourtant Annie est spécialiste du combat rapproché. C'est pour nous montrer déjà avec une petite interaction que les choses ont beaucoup changé depuis la saison 1 de SNK. Cette jeune soldate a grandi, elle n'est plus la frêle adolescente inexpérimentée, elle a grandi, c'est une adulte, elle a vu beaucoup de tragédies, et du coup voilà, elle réussit à mettre Annie à terre. Donc un petit truc bien sympa déjà pour nous permettre de comprendre cette évolution, parce que c'est vrai, Annie, ça fait un moment qu'on l'a pas vue, et ça nous permet de nous en rappeler. Alors cet épisode, c'est la suite du message du précédent. Donc rappelez-vous, on avait eu Gabi et Kaya qui étaient amis et qui avaient fini par devenir ennemis à cause des tristes événements survenus, et là elles ont fini par faire la paix
aller de l'avant. Et dans cet épisode, c'est extrêmement fort. Ce qui est proposé dans l'histoire d'Isayama, c'est extrêmement fort. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais moi qui écris ma propre histoire en ce moment, je m'en rends compte. Il réussit à lier 4 personnages qui n'ont de base rien à voir. On a Itch et Annie qui sont des personnages qu'on connaît depuis longtemps. On a Kaya et Gabi qui est toute récente, qui ont été présentés dans l'épisode précédent, on a raconté tout ce conflit qui partage ces personnages. Et bien là, c'est la suite. C'est la suite de cette idée qu'on a eue dans l'épisode 22, c'est-à-dire le pardon, aller de l'avant, la discussion, apprendre à connaître l'autre. À un moment, elles sont amies, puis deviennent ennemies et redeviennent amies. C'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui avec Itch et Annie. Voilà, c'est le même schéma que ce qu'on a vu précédemment. Et ça, c'est extrêmement fort. Ça, c'est très très fort parce que Isayama va lier des personnages qui n'ont de base rien à voir pour raconter son idée. Et ça fonctionne très bien, c'est dans la continuité, c'est logique, c'est pas un truc, c'est pas un cheveu sur la soupe qui débarque comme ça, on se dit mais qu'est-ce qu'il essaye de faire? Non, ça colle très très bien, et en gros, il nous permet de continuer cette réflexion avec d'autres personnages, pour pas que ça soit trop lourd. Donc on continue avec Itch et Annie qui sont plus matures, qui sont presque des adultes maintenant, donc ce sont d'autres questions qui sont abordées. Le bien, le mal, est-ce que la fin justifie les moyens? Du coup, elles s'interrogent les deux sur cette balade à cheval, et c'est un beau passage, parce que déjà, j'ai bien aimé, il y a des plans qui sont bien sympas, on voit les titans encore une fois au loin, donc c'est très similaire à ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, hein. Au niveau de la réalisation, c'est tendu. On sent une certaine dramaturgie, toujours ce coucher de soleil, hein, pour nous montrer la fin d'une époque, la fin d'un monde, un nouveau qui se dessine sous nos yeux, le monde d'Eren avec son terrassement qui va laisser aucune solution aux autres. Donc tout cela, ça se dégage très bien, on le ressent. Et ce qui est encore une fois une bonne nouvelle, c'est que Mappa s'est appliqué. C'est appliqué sur l'ensemble, il délaisse pas ces épisodes malgré que ce soit aujourd'hui du 100% dialogue. Donc c'est vraiment très très bon, on dirait que pour cette partie 2, ils vont s'appliquer jusqu'au bout. Alors je reviens à ce que je vous disais, il y a cette balade à cheval, et c'est le contexte pour un petit peu montrer à ces personnages les conséquences de leurs actes de la guerre. Voilà, la guerre, c'est pas tout rose, c'est pas juste affronter des titans et mourir au combat de façon héroïque, non, c'est aussi causer la perte des autres, le malheur des autres. C'est un petit peu l'idée qui ressort de leur dialogue lorsque Annie explique qu'elle serait prête à refaire ce qu'elle a fait par le passé. Pourquoi? Ben parce que c'est son moyen d'atteindre le bonheur. Annie, qui est un personnage de prime abord extrêmement froid, presque vide, on a l'impression qu'elle n'est pas humaine, pourtant elle a beaucoup de choses en elle, voilà, elle a quelqu'un qui l'attend, elle aime son père, elle veut le retrouver, et du coup, elle serait prête à refaire les mêmes choses parce que ça serait la seule solution pour elle de retrouver son père. Donc voilà un petit peu ce qu'elle essaye d'expliquer. Du coup, c'est une leçon pour ces personnages qui voient toutes les conséquences de leurs actes. Mais pourtant, Annie, elle dit ça, mais elle sait très bien que là, elle a trouvé plus fort dans ce monde qui est régi par la loi du plus fort, cette société où les hommes s'écrasent les uns des autres. Ben on a trouvé un qui écrase tout le monde, c'est Eren avec ses titans colossaux. Donc elle s'interroge, est-ce qu'elle va réussir à retrouver son père en vie? Est-ce qu'elle va réussir à atteindre son objectif? Petite nuance que j'ai oublié d'aborder, mais dans ces guerres, on atteint son propre bonheur avec le malheur des autres. C'est un petit peu là toute la subtilité de cette discussion et de ce voyage à cheval, c'est de dire ok, t'avais ton objectif, mais voici les conséquences, et est-ce que tu te rends compte de tout ça? Et à l'instar de Gabi dans l'épisode 22, Annie le conçoit, elle accepte, oui, je sais ce que j'ai fait, elle sait que c'est mal, et pourtant elle est encore déchirée parce que elle est un soldat, voilà, c'est une guerrière, donc elle n'a pas fonction à réfléchir et à remettre en question les ordres. C'est malheureux, mais voilà, c'est un petit peu ce qui ressort de ces conflits. En tout cas, elle se libère en racontant son passé,
C'est une Annie beaucoup plus bavarde et c'est encore une fois très fort ce qui arrive à ce moment parce que on a son flashback, elle voit son père, etc. Donc son père qui lui avoue son identité, qui lui avoue même son amour, et ça s'arrête brusquement. Et là, on retourne à Revelio. On a ce même père qui est là et qui décide de se rebeller. Hein. Les Eldiens du continent qui sont restés très longtemps sous le régime Mar, soumis, et ben là, c'est une nouvelle page, encore une fois, dans ce nouveau monde. Et c'est extrêmement fort ce détail, c'est-à-dire que ce qui motive le père à agir, c'est le souvenir de sa fille. Donc il a un flashback lui aussi, et c'est le même que celui d'Annie, qui se trouve, allez, je sais pas, des centaines, des milliers de kilomètres de là, et qui a eu la même idée. Et c'est ça, ce lien père-fille au-delà de la distance. C'est extraordinaire, c'est très poétique, et j'ai beaucoup aimé ce passage. C'est à cet instant d'ailleurs que apparaît une bande son qui vient rajouter un poids, une certaine tragédie pour comprendre tout ça. Regardez, hein, voilà, c'est colossaux, toute cette horreur, ben c'est quelque chose qui vient tout écraser, tout remettre en question. Du coup, les personnages sont perdus. C'est là qu'on arrive à Chardiz, puis Armin et Mikasa qui dialoguent aussi. Et Armin, on le reconnaît pas trop. Il est très tendu, il en vient même à crier sur Mikasa. À l'époque, je n'avais pas compris pourquoi. Là, c'est beaucoup plus clair pour moi. C'est-à-dire que c'est censé être le nouveau dirigeant. Hein. Voilà, on a sacrifié Erwin pour lui. Donc il a une énorme responsabilité, mais pourtant, il ne sait pas où aller. Voilà, comme tous les autres personnages, il est perdu dans ce nouveau monde. Il ne sait pas quel choix est le meilleur. Et il est partagé par toutes les situations qui apparaissent sous ses yeux. On a d'un côté Eren, il minimise ça un petit peu en disant ouais, tous les caprices d'Eren, etc. Comme si c'était un gamin qui va établir son rêve. Donc voilà, j'ai pas le temps de penser à lui, malgré que ça reste très important. Il doit penser à Falco. Hein, qui a été emmené par Connie, donc il a plein de choses à garder en tête, et même là-dessus, il est partagé. Quel est le meilleur choix? Est-ce qu'il doit laisser faire Connie? Après tout, Falco, il était du camp ennemi, mais c'est un bon garçon, et est-ce que c'est moral de sacrifier un enfant? Voilà, tout ça vient un petit peu le détruire de l'intérieur, il en vient être agressif avec Mikasa, donc les personnages ont beaucoup de doutes. Et encore une fois, c'est pas hasardeux tout ça. Si Isayama nous propose ces évolutions de personnages, c'est pour aller bien sûr dans une idée précise qu'il a en tête, mais c'est pour nous permettre de comprendre qu'il n'y a pas que Eren. Voilà, il n'y a pas que les pro-Jäger, il n'y a pas que cette solution, il y a d'autres personnages qui gravitent autour et qui ont aussi leur point de vue, leur histoire, et qui sont aussi actifs dans l'histoire de SNK et du coup dans le conflit en cours. Donc voilà, pour moi, encore une fois, l'intention de l'auteur est claire, c'est de nous dire que au travers de ces personnages, il y a une notion de bien et de mal à toujours garder en tête. C'est pour remettre en question le choix d'Eren. Il y a son choix à lui, et il y a les autres qui s'interrogent, qui sont perdus, qui sont un petit peu obligés de suivre son choix, qui sont pris de court par ce monde qui va arriver maintenant et dont ils vont être acteurs. Ils n'ont pas d'autre solution que de l'accepter, et du coup c'est pour ça qu'ils sont perdus, qu'ils se cherchent, et ça enclenche un développement. Alors, on a ensuite Frock, tiens, très intéressant ce passage qui forme un nouveau camp, hein, vous le connaissez, les pro-Jäger, mais avant c'était une rébellion, et maintenant voilà, c'est eux qui vont diriger l'île, donc ils sont pas légitimes, et c'est un petit peu... C'est pas quelque chose qu'on prend comme une bonne nouvelle parce qu'on voit les conséquences et c'est ce qui perturbe Jean. Voilà, un autre personnage qui s'interroge. Donc c'est un épisode vraiment 100% réflexion et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Frock vient lui lancer une idée et c'est un rappel pour nous, mais c'est vrai, oui, c'est la liberté, ça y est. Le conflit semble terminé pour Eldia du moins. C'est-à-dire voilà, pour eux, c'est la liberté à laquelle ils ont toujours aspiré. Mais pourtant, Jean, cet ancien feignant qui était égoïste, qui ne voulait pas être soldat,
il semble pas satisfait. L'ancien Jean, il aurait été satisfait, mais lui, celui-là, il semble être perturbé, comme si comme s'il était dérangé par le soldat qui venait d'être exécuté, ou je crois que c'est quelques secondes plus tard. En tout cas, il est pas satisfait par ce qu'il voit, par Frock, et qui va abattre ce soldat à la solde de Yelena quelques secondes plus tard. D'ailleurs, dans le manga, c'est beaucoup plus violent. Là, ça a été censuré, mais vraiment, dans le manga, c'est ultra violent. Le mec, il se prend une balle en pleine tête et c'est toute la mâchoire explosée, etc. Vraiment, c'était l'une des forces d'Isayama. Il allait très loin dans les détails. En tout cas, il y a quelques petites différences dans cet épisode. On voit aussi un moment la mère de Rainer dans le camp. On voit aussi la famille de Gabi, ce qu'on ne voyait pas dans le manga. On le voit dans l'épisode. Donc oui, Jean s'interroge aussi. En gros, est-ce que le camp du bien, celui d'Eren, est-ce qu'il est si moral que ça? Et du coup, est-ce que c'est vraiment le camp du bien? Voilà la réflexion qui ressort de tout ça. Est-ce qu'en gros, il faut accepter de fermer les yeux pour cette liberté? Un génocide qui va se faire tout autour, fermer les yeux et après on sera libre. Voilà, c'est un petit peu ce qui déchire ce personnage. Et par la suite, on a le générique qui s'enclenche avec les crédits dans l'épisode. Ça, c'est une technique que j'aime beaucoup. Dommage qu'il n'ait pas utilisé quelques épisodes avant, dans l'axe, lorsqu'on avait Sig qui se retrouvait d'un coup face à Eren, sa figure diabolique, et l'épisode s'arrêtait comme ça. Dommage qu'ils aient pas continué avec le passage juste à la suite, Sig qui court après Eren plutôt, qui court après Ymir. Voilà, il fallait mettre ça avec cette technique-là. Enfin bref, en tout cas, c'est un passage où on va avoir un autre personnage, Connie, avec Falco. Donc là, petite différence par rapport au manga, Falco, c'est plus logique, est devant. Contrairement au manga où il était derrière, donc il avait la possibilité de sauter du cheval et de s'enfuir. Là, il est devant, plus en confiance, avec ce soldat, cet adulte qui l'accompagne. Donc, on voit un nouveau flashback, et c'est vrai qu'il y en a plusieurs dans cet épisode. L'histoire de Connie, ça nous permet de comprendre le passif du personnage, ce qui le définit, ses objectifs, et lui, c'était d'être un bon soldat. Mais qu'est-ce qu'un bon soldat? Est-ce qu'un bon soldat, c'est celui qui va sacrifier un enfant pour ses propres intérêts? Voilà, l'idée aussi qui doit se développer en lui. Et le coup de grâce, c'est avec Falco qui intervient juste après le flashback pour lui dire « Merci monsieur pour ce que vous faites pour moi ». Alors voilà, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En tout cas, Connie est très perturbé lui aussi, hein, comme tous les personnages de cet épisode. Ils ont ce point en commun et une sorte de développement. Ensuite, on découvre Levi qui est toujours en vie. Alors ça, c'est la conclusion. Hein, j'en profite pour remercier les membres soutiens, comme à chaque fois, mais on va terminer avec ça. Levi qui est toujours en vie, oui, c'est logique, on pouvait s'y attendre. Le personnage, l'un des plus forts de SNK, qui est toujours là, et du coup, ça nous permet de comprendre qu'il est très mal en point, et du coup, il ne pourra peut-être pas participer à la suite des événements. Ça laisse le chemin encore plus ouvert à Eren. Donc voilà une petite déduction qu'on peut tirer de tout ça. En tout cas, la preview de l'épisode suivant, on voit encore une fois que c'est très beau, des passages de nuit, j'ai beaucoup apprécié, donc ça me semble prometteur. J'ai l'impression que Mappa va continuer comme ça jusqu'au bout. Ils vont être à fond, quoi. Voilà, ils vont nous proposer une belle partie 2, contrairement à la première, et ça fait plaisir. Écoutez, merci de m'avoir suivi, j'espère que vous avez apprécié toutes ces nuances, toutes ces réflexions que nous propose l'histoire d'Isayama. SNK, c'est pas juste un truc superficiel avec du sang, du combat, de la tragédie, il y a aussi des pistes de réflexion, des idées, et j'ai même envie de vous dire de la philosophie. À très vite pour d'autres contenus.